qui me gêne un peu avec la French Tech, c'est devenu quand même un truc un peu paillette, basé sur les deals financiers, alors qu'au départ, la technologie, c'est de la passion et c'est la volonté de changer les choses. La réalité, c'est que pour faire une puce, tu as besoin de la mondialisation, tu as besoin de centaines de PME. Les terres rares ne sont pas rares, c'est juste qu'il faut les nettoyer avec de l'acide, etc. Et qu'on a dit, tout ça, on va le faire en Chine. Le vrai succès de ChatGPT, c'est d'avoir fait un produit que les gens ont envie d'utiliser. Aujourd'hui, quand je vois la technologie incroyable qu'un Mistral, je me dis, c'est super, mais où sont les produits? Moi, je pense que l'Europe devrait être le paradis de l'open source. Tu as un drone, un pilote, 100 drones, 100 pilotes, 1 million de drones, une IA. C'est pas possible d'avoir autre chose que des IA. On rentre dans un monde où, en fait, le volume de données et d'actions et d'activités va faire que tu as des IA. Peut-être avec des humains, peut-être pas. C'est aussi ça qui m'inquiète. Puis-je savoir quel était ce chant, monsieur? C'était Nkosi Sikelele Africa. Nous avons besoin d'inspiration, François. Parce que si nous voulons bâtir notre nation, nous allons tous devoir dépasser nos propres attentes. French Tech, esprit critique pour steak éthique. Ça y est, c'est notre 50e épisode. 50 comme ton âge en fait. Bientôt le 500e, comme mon âge. Mais comme ton âge aussi, Cyril. C'est Mick Lévy au micro avec Thibault Leman. Hello, hello. Pas loin de 50 ans aussi, je crois. Oula. Et Cyril Chaudoir. Le petit jeune de la bande, salut. Menteur. Ouais, bon, on s'enflamme les gars, mais l'heure est grave. Avez-vous bien prêté attention à l'extrait de film que nous venons d'entendre? Mais oui, carrément. Moi, j'adore ce film avec un réalisateur génial, le grand Clint, avec un super acteur, Morgan Freeman. Oui, ça raconte l'histoire d'un homme exceptionnel, Nelson Mandela. Ah oui, ça c'est vrai. Sûr. Alors, Nelson Mandela, nous avons besoin d'inspiration. Parce que si nous voulons bâtir notre propre nation, nous allons tous devoir dépasser nos propres attentes. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, rassure-moi, on va pas encore parler d'élections là. Hein. Non, loin de moi l'envie d'évoquer la situation de notre politique, de notre pays, qui mériterait un peu plus d'inspiration. Ah, mais on n'avait pas dit qu'on parlait pas politique en famille, là? Ah non, je parle bien de notre nation virtuelle à tous. Ah. Notre nation, le numérique. Ouais, parce qu'en quelques années seulement, le numérique semble avoir basculé pour porter tous les symptômes de notre société malade. Alors pour notre 50e épisode, on avait envie de prendre de la hauteur et de se donner une vision large des grands enjeux numériques d'aujourd'hui pour le monde de demain. Et qui mieux que l'inénarrable Tariq Krim pour nous en parler? Tariq, c'est une véritable figure du numérique. Entrepreneur, il a notamment fondé NetVibes. Tu l'as encore toi Thibaut, NetVibes? Ça fait un moment, mais j'étais fan. J'avoue que moi aussi, grand fan également. Énormément utilisé. Et Joli Cloud. Il est militant aussi puisqu'il a créé le mouvement Slow Web et qui s'exprime régulièrement pour la souveraineté numérique européenne. Il a vécu au cœur de la Silicon Valley où il a beaucoup écrit et il a même conseillé plusieurs gouvernements français et été vice-président du Conseil national du numérique. Plus récemment, il a fondé Cybernetica, à la fois maison d'édition et think tank, qui propose un regard singulier sur les questions d'IA, de défense et de géopolitique du numérique. Sa parole, parfois même prophétique, est très écoutée. Et respectée. Oui, on va se régaler. Bon alors justement, de quoi on va parler alors? Eh bien écoute, il est des épisodes qu'on a envie de construire dans la spontanéité. Alors je lui ai demandé lors de l'entretien prépa quels seraient selon lui les 3 enjeux du numérique d'aujourd'hui pour demain. Il m'a spontanément répondu la Startup Nation à la française, la souveraineté technologique française et européenne et bien sûr l'intelligence artificielle. Alors c'est de ça dont on va parler. Avec lui, on va refaire le monde, de la tech, tout cela saupoudré de 2 belles inspirations avec une philothèque et un moment d'égarement. Allez, il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Tariq. Bonjour. Bonjour Tariq. Bonjour Tariq. Bon, avec toi on va pas se la faire, on se tutoie déjà. Donc, très bien, pas de est-ce que problème. jusque là tout est bon pour toi? Est-ce que t'es bien dans le show pour cet épisode? Parfaitement, tout va bien. Génial. Bon alors c'est parti pour le grand entretien et cette première séquence French Tech, grandeur et décadence. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Grandeur et décadence. Emmanuel Macron avait fixé le cap en 2019 avec un objectif de 25 licornes pour 2025. Le chiffre était beau, mais le problème c'est que cet objectif a été atteint dès 2022. Alors, on rehausse, on va un peu plus loin, on dit 100 licornes en 2030.
Qui dit mieux? Rappelons qu'une licorne est une entreprise non cotée en bourse dont la valorisation est supérieure aux milliards de dollars. Alors, Tariq, question double. Que dit cette course à la licorne et est-ce vraiment le bon objectif à suivre? C'est une bonne question. Merci. Tout d'abord, je suis très content d'être ici. Écoute, quand le terme de licorne a été utilisé, c'était Aileen de Cowboy Venture qui parlait d'une entreprise rare. Il y a très peu d'entreprises à l'époque qui sont capables d'atteindre à terme le milliard de dollars de valorisation. Sur l'ensemble des entreprises, on a quelques entreprises qui vont être des pépites. Et quasiment d'ailleurs comme les contes des fées, elles n'existent pas ou elles sont tellement rares qu'on les imagine comme des légendes. C'est les fameuses licornes. Aujourd'hui, le terme de licorne a été galvaudé pour dire on va construire des entreprises avec une valorisation d'1 milliard. Et donc, le problème que ça pose, alors il y en a deux aux États-Unis. Si tu veux, on est dans un modèle qui est assez clair. Quand tu montes une boîte, une start-up, plutôt de technologie, tu as 3 options. Alors, il y a une quatrième, évidemment, c'est que la boîte se plante. Mais même quand elle se plante, d'ailleurs, on récupère les équipes et on les intègre dans notre boîte. C'est ce qu'a fait YC, Y Combinator. Les 3 autres options, c'est de s'introduire en bourse. Donc, c'est la voie royale, de se faire racheter à un prix élevé, ou de fusionner ou d'être acquis par un acteur pour un prix on va dire moins élevé. On parle de acquisition, mais d'une certaine manière, tu convertis ton stock de ta boîte avec le stock de la nouvelle boîte. Donc, tu changes d'histoire. Le problème, c'est que ce modèle marche très bien aux États-Unis, mais marche pas si bien que ça en France pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des boîtes de tech qu'on a construites ne sont pas des boîtes avec des assets purement technologiques, c'est-à-dire que souvent, on achète un marché, une idée qui a été implémentée ou un chiffre d'affaires. Et beaucoup de ces startups vivent déjà de la subvention. On a vu des startups recevoir beaucoup d'argent de la BPI et surtout, elles sont très franco-françaises. Et donc, les options qui existent, qui sont à leur disposition, la première, c'est évidemment d'être racheté par un acteur du CAC 40. C'est assez difficile et en général, pour plein de raisons qu'on pourrait expliquer, ils n'arrivent pas à les acheter très cher parce que de toute façon, quand ils les achètent, ils n'arrivent pas souvent à en faire quelque chose. On l'a vu dans le domaine de la think tank, c'est souvent le mieux que tu puisses faire, c'est de dire la boîte va vivre de sa propre vie. L'autre option, ce serait d'être introduit en bourse. Mais le problème pour être introduit en bourse, c'est qu'il faut être introduit dans une bourse qui sait valoriser les boîtes de technologie, le Nasdaq. Et aujourd'hui, le ticket d'entrée minimum pour entrer au Nasdaq, c'est-à-dire si vous voulez qu'une banque d'investissement dise « je prends votre dossier pour vous introduire », c'est 40 milliards. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de gap énorme. Et puis, on a un autre sujet justement lié à ça, juste pour terminer sur ce point, c'est que pour passer d'une licorne à une décacorne, il faut de l'injection d'argent supplémentaire, des sommes assez importantes. Et aujourd'hui, à part dans le domaine de l'IA, très spécifique, on l'a vu avec Mistral, c'est de l'argent qui malheureusement n'existe pas en France. Mais Tariq, est-ce que le problème de départ, parce que dans les schémas que tu nous donnes, et notamment aux États-Unis, est-ce que le problème de départ, c'est pas simplement aussi de viser des licornes, peu importe effectivement le nom, c'est quelque chose de rare, en tout cas très valorisé, en restant quand même sur ce schéma qui existe depuis 25 ans, qui est de créer des boîtes pour les valoriser à mort, sans forcément se soucier de savoir si elles crachent de l'argent derrière et si elles fonctionnent. Parce que justement, dans les différentes hypothèses, il y a aussi faire une belle boîte qui tourne bien et qui reste stable sur ses appuis très longtemps et qui, pourquoi pas, après, elle, éventuellement, rachète d'autres. Mais ça n'apparaît pas dans tes schémas, ou si tu l'as évoqué, mais pour le schéma français, et c'est le moins pire des cas, on va dire. Alors évidemment, moi je pense qu'en France, il y a un domaine qu'on a sous-évalué, qui est un domaine, à mon avis, qui est plus adapté au modèle européen. C'est ce que j'appelle les PME technologiques, c'est-à-dire des boîtes qui vont grandir, qui vont devenir des entreprises internationales, qui peuvent faire plusieurs dizaines, voire même centaines de millions de chiffres d'affaires, mais qui n'ont pas en fait utilisé ou très peu utilisé des modèles de VC, parce que le problème du VC, c'est que c'est de l'argent disponible très vite, que tu dois rendre dans les 8 ans. Donc en fait, tu as une accélération. Ouais. Ça passe ou ça casse. Et toutes les boîtes ne sont pas faites pour ce domaine. Aux États-Unis, en gros, il y avait 2 types de boîtes qui ont fait tout ça. C'était les boîtes d'hypercroissance technologique et toutes les boîtes qui espéraient remplacer les acteurs consumer aux États-Unis, tu sais, Casper,
Uber, etc., Ah oui. et qui ont dit, il nous faut de l'argent tout de suite, on va prendre le marché immédiatement. Et alors justement, sur ce schéma du VC que tous nos auditeurs connaissent pas forcément, de venture capitaliste, donc qui vient mettre des sous massivement dans ta boîte, que tu dois rendre dans 8 à 10 ans avec un fois X derrière, est-ce que tout ça, ça crée pas un effet de bulle potentiel sur les acteurs de la French Tech qui, disons, ont un peu plus d'une dizaine d'années et qui ont été financés, alors dans des volumes, tu nous le disais, bien moindres qu'aux États-Unis, mais qui vont devoir rendre à un moment donné l'argent alors qu'ils ne peuvent pas s'introduire en bourse, ils peuvent pas finalement. C'est quoi le destin de ces boîtes-là? C'est finalement de se faire racheter à vil prix? C'est une vraie question. Je pense que c'est la question à laquelle personne ne veut répondre. On parle de plusieurs licornes françaises et autres européennes qui ont des vrais problèmes aujourd'hui de financement. Si tu veux, quand tu posais la question à quoi ça sert d'investir dans une boîte pour lui donner une super valorisation, il y a un très bon cours à Stanford qui est fait par Peter Thiel, qui s'appelle Competition is for Losers, et qui est un titre incroyable et qui explique les fondamentaux. Quand on n'investit pas une valorisation folle. On imagine que l'entreprise va prendre une part majoritaire d'un marché futur, dont on estime que la valeur, ce qu'on appelle le DCF, Discounted Cash Flow, c'est dans 5 ans, 10 ans, si la boîte a pris ce marché et occupe une part prépondérante, sa valeur, le chiffre d'affaires qu'elle va faire, ce sera ça. Et donc, si j'investis aujourd'hui, j'investis à cette valorisation parce que c'est ce que je veux faire. Le problème des entreprises françaises, c'est que quand tu es sur un marché franco-français, l'expérience montre qu'aller sur les marchés européens, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne ou en Angleterre, tu as des boîtes qui sont sur le même business que toi, qui ont aussi vendu à leurs investisseurs qu'elles allaient devenir leaders des marchés. Donc, tu te trouves sur des systèmes qui sont beaucoup plus complexes. Et à mon avis, on a voulu copier la Silicon Valley en oubliant la spécificité de la Silicon Valley, c'est d'avoir l'accès à énormément de capital, ce qu'on n'a pas vraiment en Europe. Et la deuxième, c'est qu'on est sur des marchés où on peut prendre un marché de plusieurs centaines de millions de personnes dans les 5 ans qui viennent, alors qu'en Europe, c'est un travail extrêmement complexe. Je me permets, je vais essayer de sortir un peu probablement un gros mot, et probablement que tu me diras que c'est pas bon, mais j'avais souvenir dans le temps, dans les années 2000, ça doit évoquer quelque chose, où la vocation des entreprises françaises, des startups françaises de l'époque, était effectivement de bien grandir et de se faire racheter assez vite. Au fait, on n'avait pas une vocation à rester, on avait une vocation à se faire racheter. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi la spécificité française et ces fameuses licornes, c'est de monter à un certain niveau et après de se faire racheter? C'est toute la question, c'est qu'en fait, quand on regarde l'écosystème, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que quand on écoute les politiques, ils te disent il faut créer le prochain Facebook, le prochain Google, qui sont des boîtes excessivement technologiques, qui ne sont que des boîtes d'ingénieurs, créées par des ingénieurs. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plutôt des boîtes issues d'écoles de commerce qui sont parfois, je trouve, marketées comme on le faisait dans un BDE d'entreprise, c'est-à-dire avec une vision assez naïve du business, en se disant parce que moi et mes copains, on aime ce produit, on va l'imposer. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais j'ai vu des dossiers où des gens, en fait, c'était vraiment clair qu'ils n'avaient pas de compréhension de comment ils allaient construire les boîtes. Et on a eu cette espèce de frénésie où on s'est dit on va grandir, on va faire grandir et on va même souvent espérer remplacer des boîtes qui marchent très bien. Et on l'a vu, ça marche pas toujours. Les néobanques, à part quelques exemples, finalement n'ont pas réussi parce que c'est très difficile. Déjà, il y a énormément de néobanques. Je sais pas comment les gens sur le marché arrivent à suivre tellement il y en a. Et surtout, à la fin, dès qu'il y a une crise, les gens se disent finalement, je suis peut-être bien à la BNP ou à la Société Générale. Tu vois. On revient aux fondamentaux. Exactement. Bon, mais alors, à quoi ça sert, Tariq, cette course à la licorne dans laquelle Macron et globalement la French Tech nous ont mis, enfin c'était même avant Macron d'ailleurs, qu'elle a été lancée. À quoi elle sert? Est-ce qu'elle est véritablement utile, cette course à la licorne? Pour moi, c'est une opération de com. Je peux en parler parce que j'étais au cœur du projet et de ce qu'allait devenir la French Tech. Et au départ, moi, la vision que je proposais, c'est on a un vivier d'ingénieurs exceptionnels. Il faut construire, en fait, il faut aider les gens à construire ces technologies, à les déployer, à les scaler, ce qui est un vrai travail, notamment dans le domaine de l'open source, dans le domaine de la technologie de pointe, dans l'IA, enfin, dans tous les domaines où on sait qu'on a des gens excellents. Et en fait, au départ, et on l'a vu puisque la plupart des ministres du numérique étaient des formations Sciences Po ou HEC, c'est devenu un outil de communication. On communique sur un nouveau mode de vie. Il y avait un petit écho nouvelle économie, mais avec, à mon avis, un sujet qui, moi, m'a toujours gêné, c'est que le CTO ou l'ingénieur, c'est un peu le col bleu, et alors qu'aux États-Unis, c'est lui la superstar. Quand tu vas à Y Combinator,
c'était à l'époque, le pitch de Y Combinator, c'est permettre à des ingénieurs qui connaissent pas bien le marketing, on va vous aider à développer votre produit. Le produit à l'époque, c'était Dropbox, Airbnb, Stripe, etc. Donc on a un regard qui est vraiment différent. Or aujourd'hui, ce qui a de la vraie valeur au niveau international, c'est la technologie. En plus, ça coûte rien. Tu mets des bureaux et des ingénieurs et de l'électricité et c'est tout ce dont tu as besoin. T'as coutume de dire un truc hyper intéressant à ce sujet-là, c'est que finalement, les entreprises, donc en B2B, c'est un peu pareil que pour le B2C, nous, utilisateurs finaux de produits sur étagère, quand on va utiliser ChatGPT 3.5, 4, 4o, voilà, c'est un produit sur étagère. Et les entreprises qui font appel à des produits standardisés comme ça sur étagère, parce que c'est plus pratique, ça va plus vite à déployer, etc., plutôt que de les faire, eux, en interne, quand on ne produit plus, on ne sait plus faire à la fin. Je t'ai entendu dire ça. Et j'aimerais bien que tu rentres un petit peu plus dans le détail pour nous expliquer pourquoi finalement, depuis des décennies, on reproduit toujours le même schéma. Pourquoi on est nul en fait? C'est pas qu'on est nul, c'est qu'on a eu des élites totalement nulles, on peut le dire, et dont certaines malheureusement sont toujours là. Si tu prends la Tesla, un iPhone ou le B200, la dernière puce de Nvidia ou le H100, elles ont une chose en commun, ce sont des produits extrêmement complexes. C'est très dur à faire. C'est extrêmement dur à faire, faire des batteries, surtout Elon Musk. Le vrai génie qu'il a, c'est de dire à chaque fois on travaille sur ce qu'il appelle les first principles. Et donc, pour ça, il faut des gens, des ingénieurs spécialisés. Et le problème qu'on a, c'est que dans les années 90, on a fait deux choses simultanément. On a délocalisé tout notre savoir-faire. Je rappelle que la France était leader dans le consumer électronique, que un téléphone mobile sur 3, je sais que les gens n'y croient pas, mais un téléphone mobile sur 3 était fabriqué en France. On fabriquait pour Sony Ericsson. Voilà. C'est bien de le rappeler. Et donc, toutes ces écoles d'ingénieurs extraordinaires qui existent ont été faites pour fournir des ingénieurs spécialisés en optique, en électronique, en microélectronique, etc. Mais quand ces boîtes sont parties en Chine, en fait, on a des ingénieurs conformes et en fait, il n'y a plus de boîtes pour les embaucher pour faire le métier pour lequel elles ont été formées. Donc, les gens se sont tournés vers la finance, vers le consulting, etc. Et parallèlement à ça, il y a une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a dit, en fait, on va délocaliser l'informatique en Inde, c'est ce qu'a fait Capgemini, tous ces grandes ESN, ou à Madagascar, ou au Maroc. Et à la fin, tous les ingénieurs, on n'en a plus besoin, on va tout faire en outsourcing. Or, quand on connaît Google et Facebook, la valeur, c'est les ingénieurs. Apple, toutes ces boîtes, c'est parce qu'il y a des ingénieurs qui développent. Et donc, on a cette espèce de paradoxe. Une forme de nullité des élites, parce qu'effectivement, la révolution primaire, le secteur secondaire, et puis après le secteur tertiaire, une fois de plus, on a reproduit le même schéma, on a délocalisé et on a laissé fuiter les talents, parce que c'est vraiment un truc auquel tu es très attaché, ça, cette notion de talent. Et encore aujourd'hui, on en parle très régulièrement dans Trench Tech, notamment au sujet de l'IA. Tous les grands talents qui sont à travers le monde, à la tête des labos de recherche chez Meta et ailleurs, ce sont des Français. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement garder ces talents? Et est-ce qu'à un moment donné, on n'arrêtera pas de former des talents parce qu'on ne saura même plus faire non plus? Il y a deux choses. Hein. On dit toujours c'est l'argent qui est le moteur de tout. Moi, je pense pas, notamment dans la recherche. Il y a trois problèmes. Le premier, c'est qu'il faut remettre des managers qui savent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, tu prends notre ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la seule chose qu'il peut faire quand il parle de cloud, c'est te dire quel est le plus beau des deux PowerPoint. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans, quelle est la technologie. Quand tu vas chez Google, le product manager est un ingénieur. Sinon, ces développeurs ne lui parlent même pas. Donc on a déjà un peu une première chose. La deuxième, c'est l'incompétence. On a mis des gens qui sont clairement pas là, ce que j'appelle parfois le numérique de connivence. On a mis des gens parce que ça faisait bien sur une liste ou parce qu'il fallait faire équitable ou aussi, etc. Et en fait, les gens sont nuls. Et la troisième, c'est un problème dont on parle peu, mais qu'on voit aussi dans la recherche, c'est le management toxique. C'est-à-dire le management où à la fin, les types n'arrivent plus à produire, ils passent leur temps bureaucratique. Et donc, quand tu arrives chez Facebook et qu'on t'explique que tu n'auras personne pour t'expliquer comment faire ton métier pour lequel tu as travaillé pendant 10 ans et tu es l'expert mondial, avant même de leur dire le salaire, les gens disent « je viens ». C'est aussi ça, il faut pas l'oublier. Mais alors Tariq, du coup, quelle devrait être la suite maintenant pour la French Tech? On a donc quelques dizaines de licornes. La centaine de licornes en 2030 qui est fixée par Emmanuel Macron semble finalement pas atteignable dans le contexte finalement dans lequel on est aujourd'hui
avec un certain retournement économique. Ça doit être quoi la suite sur la French Tech? S'il ne faut pas courir derrière la licorne, comment on arrive à faire émerger véritablement une tech française, une tech européenne à l'échelle mondiale? Déjà, il faut reconnecter avec notre vision, la vision humaniste. Il ne faut pas oublier que les grands projets technologiques, le web, Linux, qui sont les deux composants de l'Internet, ont été inventés en Europe par les Européens. Ouais. Ça veut dire qu'on a aussi cette vision de construire des produits qui vont servir les gens et pas juste servir quelques personnes. Il faut se reconnecter à ça. La deuxième, c'est le management du talent. Aujourd'hui, on a un système, et c'est vrai dans la tech, mais je pourrais le dire dans tous les domaines, où on a mis des gens qui sont nuls. On l'a vu pendant le Covid. C'est-à-dire que cette nullité nous a éclaté à la figure. Il faut remettre des gens passionnés et compétents. Parce que pour moi, la technologie, c'est avant tout une question de passion. Quand tu parles avec Mark Zuckerberg ou quand tu parles, je connais tous ces gens, tu parles avec des gens passionnés. À aucun moment, ils t'expliquent comment ils ont fait le meilleur deal ou comment quelle va être la valeur de leur stock option. On est loin de la vision bureaucratique ou très business. Voilà, on a fait quelque chose de très paillette. C'est ce qui me gêne un peu avec la French Tech, c'est devenu quand même un truc un peu paillette. Un peu trop basé sur les deals financiers, alors qu'au départ, la technologie, c'est de la passion et c'est la volonté de changer les choses. Et puis ensuite, il y a la question que l'Europe doit se poser par rapport aux États-Unis, c'est est-ce que ce qui marche aux États-Unis dans un système... Je donne toujours cet exemple. J'ai un copain qui est un des spécialistes du healthcare. Il a une énorme start-up de health aux États-Unis. J'arrive avec lui, on est à Paris. Ouais. Je vais dans une pharmacie, je commande mes médicaments, je donne ma carte vitale, je mets ce que tout le monde fait. Je sors ma carte vitale et on me donne les médicaments. Et à ce moment-là, il me regarde et il dit, mais tout va bien? Tu viens d'acheter tes médicaments? Et je dis, oui, tout est fait, la sécurité sociale, tout est géré. Et là, j'ai vu son visage déconfit parce que lui essaye de faire ça pour une petite partie de la population dans un petit endroit en Floride, alors que nous, on a et donc on oublie que parfois les technologies, c'est aussi les technologies invisibles qui marchent bien sur le long terme. Il n'y a pas que le show-off. C'est super tous ces technos un peu fancy, mais à la fin, faire des technos qui marchent sur le long terme, qui sont faciles à utiliser, on n'y pense même plus. Mais le niveau de technologie auquel on a été confronté en France, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément le même marketing, mais je donne toujours un autre exemple. Steve Jobs vient à Paris, il voit le Minitel. Il dit, c'est le plus bel objet industriel que j'ai vu. D'ailleurs, il a repris la poignée, vous savez, pour le Minitel dans le premier Macintosh. Ouais. Il était fasciné. Ouais. C'est une époque où on avait un vrai savoir-faire utilitaire. On savait construire des produits qui s'intègrent. Et maintenant, malheureusement, on ne sait plus trop faire ça. Je vais te demander d'arrêter là parce que là, tu nous as mis des paillettes dans les yeux. Effectivement, alors on oublie ces choses-là et donc derrière, arrêtons-nous là. C'est super. Et rejoignons une philothèque, si ça te va. De la philo, de la tech, c'est Philotech. Alors Emmanuel, quand on évolue dans le monde de l'IA, on entend souvent parler d'éthique, mais aussi de déontologie. Et j'ai l'impression qu'on met souvent les deux mots sur le même plan. Du coup, je me demandais s'il y avait une différence entre les deux. Alors effectivement, il y a une différence. Éthique et déontologie sont deux mots qui sont très souvent utilisés de manière interchangeable ou utilisés comme s'ils étaient deux choses équivalentes. Pourtant, si on regarde vraiment de plus près ces deux substantifs, eh bien, on s'aperçoit qu'ils renvoient à deux choses à la fois différentes et intrinsèquement liées. Bien qu'il n'y ait pas de définition arrêtée de l'éthique, il est admis que c'est la discipline de la philosophie qui traite du bien et du mal, ou plus précisément, en tout cas selon moi, de l'évaluation axiologique d'un acte sur le spectre qui va de l'acceptable à l'inacceptable. La déontologie, quant à elle, eh bien, c'est une des théories de l'éthique. Une dimension qui renvoie, comme son étymologie l'indique, au discours sur les devoirs ou à la science des devoirs. Et donc l'éthique et la déontologie sont deux choses différentes, la seconde étant incluse dans la première. Il n'y a donc pas de pertinence à utiliser un mot pour l'autre, ni de les mettre sur le même plan. Ah, d'accord. Donc, on a la philosophie dont fait partie l'éthique, qui elle-même est inclue dans la déontologie. Donc, la déontologie, c'est une branche de l'éthique, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça, et c'est le point très important. La déontologie, c'est en effet une théorie de l'éthique, donc une sous-branche de la philosophie. Pourtant, elle est aussi très utilisée dans le monde juridique. Les déontologues, ou les responsables de la déontologie dans les entreprises, sont d'ailleurs très rarement des philosophes ou des éthiciens, mais très majoritairement des juristes. Et c'est ce qui pose problème quand un éthicien parle avec un ou une déontologue. Les deux utilisent le même mot, mais ils n'en ont pas la même compréhension. Alors pour comprendre ça, il faut faire un petit passage par l'histoire.
Le mot déontologie est inventé en 1816 par James Bentham, qui est un des pères du conséquentialisme, qui, avec la déontologie, tu le sais, et l'éthique de la vertu, forment ce que l'on appelle les théories continentales de l'éthique. Bentham, qui était un contemporain de Kant, était avant tout un jurisconsulte, et donc pétri de pensée juridique. Quand il crée le terme, il en donne une définition assez sommaire, ce qu'on appelle une définition nominale. La déontologie, selon Bentham, eh bien, c'est une division de l'éthique, également appelée éthique dicastique, qui a pour objet, je le cite, d'indiquer si telle ou telle action doit ou ne doit pas être faite. En l'occurrence, comme l'affirme Bentham, eh bien, la déontologie, elle cherche à influer sur la volonté. Donc ce qu'on constate, c'est un tropisme juridique très marqué et une conception de la déontologie très top-down, pour dire ça en anglais. Les règles, en fait, sont établies par une autorité légitime et doivent être suivies. On doit s'y conformer. Voilà, d'accord. Donc tout ça, ça sonne un peu comme un combat entre la philosophie et les juristes, c'est ça, non ? C'est là où le bas blesse, en fait. Si pour Bentham, la déontologie, elle vise l'édiction de règles qui doivent être suivies, pour Kant, qui est philosophe et pas juriste, il s'agit de se donner à soi-même des règles qui, si et seulement si elles passent le test d'universalité, deviendront des impératifs catégoriques et donc des règles qui devront être appliquées. Contrairement à Bentham, Kant, qui ne se contente pas de définir mais théorise la déontologie, adopte une approche bottom-up. Et c'est l'individu qui, au travers de ce qu'on appelle la volition, c'est-à-dire sa capacité de vouloir autonome, se donne des règles et vérifie leur validité avant de les rendre obligatoires. La déontologie n'influe donc pas sur la volonté comme chez Bentham, elle en est l'émanation. Ce que Kant nous dit, eh bien, c'est que si j'agis d'une manière acceptable sur le plan éthique, par simple conformité à une norme, notamment en raison du risque de sanction, alors mon acte a moins de valeur sur le plan moral que si j'agis par devoir, c'est-à-dire en suivant une conviction profonde que je me suis faite. Si par ailleurs l'acte posé par conformité à la norme n'est pas le produit de ma volonté, alors il perd toute sa valeur morale. Le problème au final ne réside pas dans la légitimité ou l'illégitimité de l'une ou l'autre des deux approches, mais dans la difficulté d'articuler une approche juridique et une approche philosophique de la déontologie. Si le signifiant, c'est-à-dire le mot déontologie, est commun aux deux approches, c'est signifié, c'est-à-dire leur sens, diffère grandement. Selon moi, la difficulté avec l'approche juridique par la conformité, eh bien, c'est qu'elle est rapidement, ou en tout cas elle peut rapidement se transformer en conformisme et devenir un frein à l'esprit critique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Tariq, pourquoi la souveraineté numérique devrait être un sujet pour nos dirigeants au même titre que la souveraineté alimentaire et toutes les autres que j'ai pu citer ? Il y a plein de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en France, c'est un nouveau secteur d'activité qui soit un secteur fort, qui génère des revenus, qui ne plombe pas notre balance du commerce extérieur, comme c'est malheureusement le cas, et développer ses propres technologies, c'est-à-dire utiliser l'État, utiliser les entreprises françaises comme premier client pour les technologies, c'est aussi un bon moyen ensuite d'exporter ce savoir-faire ailleurs. Je pense qu'on a un peu raté cette étape. Alors évidemment, il y a les autres questions essentielles, c'est la maîtrise de son destin, c'est la capacité d'assurer l'intégrité des données et des savoirs et des connaissances disponibles sur le réseau, et puis c'est aussi, d'un point de vue militaire, la capacité de se protéger numériquement et d'ailleurs non numériquement. Mais est-ce que c'est pas ça le plus important quand même ? Je suis étonné de ta réponse où tu l'amènes finalement pas par un sujet très business, finalement très économique en tout cas. Mais je pense que la souveraineté, c'était un excellent business. C'était excellent pour le business si on avait choisi ça. Mais on en revient à la question qu'on se pose. Il y a pour moi deux types de personnes qui prennent les décisions. Des gens qui ont une vision d'entrepreneur et qui imaginent quand on dit tiens, tel problème, comment je vais le faire et comment je vais résoudre ce problème avec des ingénieurs et avec un produit. Et puis, il y a les gens qui pensent quel est le produit que je peux acheter sur étagère.
Et un des grands sujets que l'on a aujourd'hui sur la question de la souveraineté, c'est qu'on a quasiment plus que des produits sur étagère fabriqués par d'autres. Sur le sujet du cloud, typiquement, au moment où il y a eu la grande vague du cloud, c'est là que ça a été, à mon avis, un vrai point d'inflexion. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on a laissé quand même les données des Européens aller sur des ordinateurs américains, bien sûr, parce que hébergés sur les grands clouds américains de Meta, mais surtout d'Amazon, surtout de Google, surtout de Microsoft. Oui, sachant qu'il ne faut pas oublier que le cloud, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas de l'infrastructure, c'est du logiciel. L'infrastructure, c'est quelques centaines de millions d'investissements qui ensuite génèrent des milliards de dollars, comme on le sait, quand on connaît les valorisations et surtout les chiffres d'affaires des acteurs. Et si tu veux, dans la souveraineté numérique, en fait, on a deux sujets et on a souvent tendance à les prendre comme si c'était un seul sujet. Tu as ce que j'appelle la souveraineté numérique fonctionnelle, c'est-à-dire, qui est un sujet européen. C'est est-ce qu'on a toutes les briques en Europe qui, si elles étaient assemblées, nous permettent de faire comme Amazon, comme Google, comme Microsoft et comme les autres? La réponse est oui. On a, en fait, la réponse est oui, mais il y a un mais, je vais y revenir. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle la souveraineté numérique territoriale. Chaque pays, et là, c'est d'un point de vue de la France, quelles sont les règles de souveraineté numérique? Est-ce que les données de santé peuvent être sur un service américain ou de droit américain par extraterritorialité? Oui ou non? Quelles sont les données importantes? Comment on les sauvegarde? Et ça, ça peut être un simple décret. Et les deux étant corrélés, parce que si on revient juste un instant sur ce que tu appelles la souveraineté fonctionnelle, effectivement, avec ces briques qui devraient être les équivalences de tout ce que les pays étrangers, notamment pour citer les GAFAM aux États-Unis, peuvent nous proposer. Tu parles d'avoir toutes les briques du stack fonctionnel, c'est ça? Avoir à chaque fois les équivalences, parce que si on n'a pas ces équivalences-là, de fait, pour la souveraineté que tu qualifies de territoriale et qu'avec un simple décret, on pourrait décréter justement que nos données ne doivent pas filer sur tel type de cloud américain, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué si on n'a pas ces briques-là. Donc toi, tu dis, sur un plan souveraineté fonctionnelle, toutes les briques, on a les équivalences par rapport à ce que nous proposent les Américains. Bien sûr, d'ailleurs, les premières briques de cloud, quand on regarde historiquement, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Cybernetica à m'intéresser à l'histoire, c'est dans les banques françaises que les premiers modèles de virtualisation ont été utilisés, avant qu'elles soient utilisées. Il faut jamais oublier que le cloud d'Amazon existe parce qu'un jour, ils étaient clients d'une société qui s'appelle Oracle, qui fait des bases de données, et qui leur a dit maintenant les prix, ça va être fois tant. Et donc, ils ont fait on est mort. Et ils ont décidé de mettre toutes les machines, y compris les machines à l'intérieur du bureau sur Linux, pour installer leur propre système. Et comme ils avaient d'énormes besoins, vous savez, avec le fameux Black Friday, ils avaient donc besoin de s'assurer que les machines fonctionnaient. Et donc, pendant ces périodes de forte vente, ils avaient énormément de capacité de calcul à disposition. Et donc, ils les ont revendus et ça a été le début d'AWS. Et alors, attends, parce que quand tu nous dis ça, excuse-moi, mais du coup, ça fait vachement écho à un épisode très récent. Absolument. Avec VMware qui se fait racheter par Broadcom. Exactement. Et tu peux nous en dire deux mots parce que je pense pas que le public qui nous écoute soit très affranchi sur le sujet. Parce que sur la question du cloud, et l'une des questions aussi de la souveraineté, on parle souvent de la sécurité. Mais la vraie question, c'est le prix. Si demain Trump disait, écoute, les données hébergées chez les GAFAM, c'est plus 40% de taxes. Il peut le faire. De toute façon, tout ce que Trump dit, il peut le faire. C'est ça le drame. À partir de là, on est complètement bloqué. Oui, il n'est pas encore complètement à la Maison Blanche quand même, mais ok. VMware, qui est un outil de virtualisation, a été racheté par une boîte qui est toujours très agressive et qui a dit, maintenant, toutes les licences gratuites, c'est terminé. Enfin, je simplifie. C'est entre x3 à x20, ça dépend des offres. Et tous les acteurs européens, mais pas que, parce que les Américains ont les mêmes problèmes, se sont retrouvés en disant, mais je peux pas payer. Et donc, on a un vrai sujet. Faut rappeler que l'essentiel de tous les DSI de France et de Navarre tourne sous VMware. Et d'Europe et des États-Unis. C'est un problème mondial. Et rappelons que VMware a été racheté par Broadcom, en plus, qui est une entreprise chinoise, pour ne rien arranger à la situation géopolitique. Américano-chinoise. Mais c'est une société avec une très mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'elle a tendance à dire, vous êtes mes clients, donc vous êtes une vache à lait. Et là, tu as des DSI qui regardent leur budget informatique et le prix des licences, et ils se disent, j'ai plus d'argent pour faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, en fait, on est dans une situation qui est complètement ubuesque, pour laquelle on est nombreux, dont j'ai fait partie, mais je suis pas le seul, à dire, attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est la nouvelle version de ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et la question de la souveraineté, très souvent, ce que je dis à des DSI, si c'est pas votre plan A,
il faut que ce soit votre plan B, parce que votre plan B, malheureusement, dans le monde dans lequel on est, avec la guerre en Ukraine, avec les cyberattaques, avec les risques sur les prix qui sont aussi liés au risque de l'énergie. Je vous rappelle que pendant la guerre en Ukraine, le cloud européen a explosé parce que, c'était que 5-10%, mais parce que l'électricité avait pris un sérieux coup. Et donc, il faut une stratégie nouvelle, ce que j'appelle parfois le numérique de l'incertitude. Et c'est vrai que la question de la souveraineté va devenir essentielle, comme on l'a vu avec les masques, comme on l'a vu avec les médicaments. C'est qu'il faut et qu'on puisse le faire. Maintenant, on a tous les composants, et je voulais juste venir sur ce point. On n'a pas su, de point de vue stratégique, aider les gens à s'allier, parce que souvent, on a par exemple des boîtes exceptionnelles en termes de compétences en hébergement, OVH, Scaleway et plein d'autres en Allemagne. Donc, on a la compétence hébergement, on a la compétence software, on a des ops, des DevOps, des gens qui savent faire du déploiement. On sait faire des containers, on sait faire quasiment tout. On a quasiment tous les outils, mais on n'arrive pas forcément à les assembler parce que ça demande un peu plus de travail. Mais est-ce que c'est pas dû au fait aussi qu'on a des entreprises qui sont pas tech ? Je veux dire que globalement, le DSI, il est un peu solo dans son écosystème, voire même des fois le DSI, il est même pas tech lui-même. Et donc derrière tous ces enjeux-là, pour lui, c'est pas ça l'enjeu, et c'est pas ça l'enjeu de l'entreprise. L'enjeu de l'entreprise est souvent les DSI, ça coûte cher, et donc du coup, diminue-moi les coûts. Rappelons juste, DSI, directeur du système d'information. C'est donc le patron de l'informatique dans une entreprise. Les entreprises, oui. Vas-y, non, tu poses la question, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends une start-up, soit tu es capable, parce que tu as un profil tech, d'embaucher des super tech, et donc tu vas faire ta tech en interne, et tes tech qui vont te dire, tu sais, on n'a pas besoin de ça, ça et ça, on va le faire, on va prendre un abonnement de base. Soit tu n'as pas de profil tech et tu sais pas recruter des tech. Eh bien, en fait, ce que tu fais, c'est quand tu vas sur Amazon Web Services ou Azure ou tous ces services, qui sont quand même, faut-il le dire, très bien faits, hein. Ce que tu fais, c'est que tu achètes de la tech, tu loues de la tech qui a été faite par des ingénieurs d'Amazon, de Google et les autres. Donc, en fait, la question qui va se poser, c'est par rapport à tes budgets, est-ce que finalement, tu es capable d'embaucher les talents qui vont te faire baisser tes coûts de cloud, ou est-ce que tu n'es pas capable et dans ce cas-là, tu le fais? Ou est-ce que par paresse, puisqu'on va revenir aussi avec ça, ou par facilité, on va dire, parfois les deux sont mêlés, mais c'est pas toujours le cas. Parce que tu as aussi un problème, il faut le dire, de recrutement de talents aujourd'hui en France. Tu as trouvé des très bons devs. Par très bon dev, j'entends quelqu'un qui a de l'expérience. Et par quelqu'un qui a de l'expérience, j'entends quelqu'un qui a déjà eu des galères, qui sait ce que c'est qu'une crise, qui sait ce que c'est qu'un crash et qui a vécu pas quelqu'un qui arrive qui n'a jamais su ce qui était entre guillemets la vraie vie, c'est-à-dire quand tout part en sucette et qu'il faut que tu répares, que tu passes des week-ends entiers. Quand bien même ce dev aurait une bonne formation. Voilà. Mais Tariq, là, tu nous parles beaucoup finalement du sujet de la souveraineté pour l'entreprise, et on voit bien qu'il est essentiel. Tu nous ramènes à cette question des coûts aussi, et c'est essentiel. Aujourd'hui, on l'entend aussi beaucoup quand même sur le sujet d'une espèce de guerre économique mondiale autour du hardware, autour du matériel. Et ce qui est un peu iconique de ça, c'est ce qui se passe autour du trio infernal, on pourrait dire, des puces pour l'IA. Donc avec Nvidia qui est lui le concepteur des puces pour l'IA qu'on a cité tout à l'heure, avec TSMC qui est le fabricant taïwanais, le seul au monde à fabriquer ces puces-là, et puis avec un néerlandais, ASML, qui lui fournit les machines à TSMC pour permettre de produire les puces conçues donc par Nvidia. Bon, très souvent, on semble aussi réduire en ce moment ce sujet de la souveraineté à ce trio infernal, et que s'il y a un de ces maillons dans les trois qui venait à tomber, on n'aurait plus d'IA, on n'aurait plus de puissance de calcul, et puis tout s'arrêterait du jour au lendemain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un peu caricatural? Et est-ce que c'est juste par rapport au débat sur la souveraineté, selon toi? C'est un peu caricatural, parce que déjà, il faut savoir deux choses. C'est que Philips, vous vous rappelez, les compact disques Philips, en fait, a investi, a été le premier investisseur en seed de deux boîtes, ASML, qui est en fait la continuité de Philips, et TSMC. Donc, en fait, le système de puces moderne ne peut exister que parce qu'on a de la lithographie laser hyper précise. Ensuite, quand tu fais une puce, ce qu'on appelle le coating, c'est-à-dire la couche que l'on met par-dessus les puces, fait au Japon. Une partie des éléments viennent de Corée, une partie des éléments viennent d'Allemagne, voire de France avec Soitec. Les lasers, les lentilles pour les lasers viennent de Californie. Donc en fait, la réalité, c'est que pour faire une puce, tu as besoin de la mondialisation. Tu as besoin de centaines de PME. Après, tu as un super agrégateur qui s'appelle TSMC, qui a un truc magique. C'est que moi, quand on faisait Joli Cloud, on passait pas mal de temps à Taïwan.
TSMC a une discipline managériale comme tu n'en as jamais vu nulle part. Pour qu'Apple décide de faire toutes ses puces, et TSMC, Nvidia et les autres, c'est tout simplement qu'ils savent qu'ils n'ont aucun risque que les choses n'aillent pas. C'est fantastique, c'est une horloge suisse. C'est visiblement même les seuls au monde à avoir ce savoir-faire-là. Pour l'instant, on ne trouve pas de concurrent réel à TSMC. Rappelons que TSMC et Nvidia, ces deux boîtes-là, sont dans le top 3 des plus grosses capitalisations boursières mondiales et ASML dans le top 10 des plus grosses capitalisations. Et la première européenne. C'est unique, ces modèles-là. On parle de souveraineté dont on comprend et merci pour tes explications Tariq, que c'est tout à fait relatif puisqu'il y a énormément de pays qui entrent en ligne de compte, mais si je reviens 2 secondes à ce que tu nous disais sur la souveraineté territoriale, pour le moment on ne s'interroge pas du tout sur la souveraineté territoriale des minerais et des terres rares qui sont exploités pour faire tout ça. Parce que, quelque part, on se questionne beaucoup sur la souveraineté technologique occidentale et pour ne pas dire européenne, et tout le monde se contrefout de la souveraineté des pays d'Afrique, entre autres, dans lesquels on va aller puiser toutes ces ressources premières pour fabriquer ces composants. Petite parenthèse, je ne sais pas, tu veux peut-être rebondir là-dessus, Tariq ? Sur la question des terres rares, la France aussi a été un des leaders. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette boîte qui s'appelait Rhône-Poulenc, alors ça date. Voilà, oui. Il faut bien qui sponsorisait Ushuaïa à l'époque, d'ailleurs. Je sais pas si je vois le club des vieux. Parce que assez dingue quand même comme... Tu n'as pas besoin de donner ton âge, n'est-ce pas? Les terres rares ne sont pas rares, c'est juste qu'il faut les nettoyer avec de l'acide, etc. Et qu'on a dit, tout ça, on va le faire en Chine, on va les laisser saloper leur environnement et nous, on va le faire faire. Donc, il faut pas oublier, on a des terres rares. Enfin, partout, tu as des minerais de fer, de zinc, de cuivre. Tu as des terres rares, elles sont juste liées aux métaux et il faut juste les délier et ça coûte très cher et très cher en eau. Mais la question qui est importante sur la question de la souveraineté par rapport aux puces, aux terres rares, c'est que on a des acteurs en Europe. On a NXP, on a aussi ST Microélectronique, on a Soitec qui fait les technologies, on a ARM en Angleterre, on a Raspberry Pi qui vient de s'introduire en bourse. Le problème qu'on a, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas su se positionner sur les outils de prochaine génération parce que, à la fois au niveau européen et puis d'un point de vue industriel, on s'est aussi trouvé avec des gens qui étaient des faiseurs, qui se sont dit, on va faire par d'autres. Et c'est au moment... Moi, j'ai quand même l'impression, quand on t'écoute, excuse-moi de te couper, mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, on est quasi précurseur. Et puis, on n'est jamais time to market, quoi. C'est les autres qui viennent rafler la mise. Mais on a surtout des élites qui prennent... Je rappelle, en 93, Clinton lance les autoroutes de l'information. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé un jeune Américain en France regarder le système du Minitel. Il a dit, c'est incroyable, la France est en avance, il faut qu'on fasse la même chose. 93, la priorité, c'est les réseaux et ce qui allait devenir l'Internet. 93, la priorité de l'Europe, c'est le diesel propre. Avec maintenant les patrons d'Audi et autres qui sont possiblement en prison pour avoir grugé les chiffres. Donc en fait, on a un problème aussi, c'est que notre élite de l'époque n'a pas compris que la technologie, c'était du logiciel, c'est du savoir-faire et qu'il fallait avoir l'ambition. C'était de l'industrie. C'était une industrie, apparemment. Il faut l'ambition à un moment donné. Donc ça, on revient... Ouais. C'est toujours bon de regarder l'histoire, mais aujourd'hui, on comprend mieux? Oui, en fait, oui, je pense qu'il y a plein de projets. Par exemple, si on prend l'IA, il n'y a pas que la puissance de calcul pour ce qu'on appelle l'entraînement, des fameux entraînements de LLM qui nécessitent énormément d'énergie et énormément de données, mais aussi énormément de puissance de calcul. Il y a aussi ce qu'on appelle l'inférence. Donc, à chaque fois qu'on pose une question à ChatGPT, donc on passe par l'inférence. L'inférence, on pourrait en Europe produire des puces pour le faire. On a d'ailleurs plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus. Mais il faudrait qu'au niveau européen, on ait une vision pour se dire, à partir de là, telle partie du marché, on va revenir dessus parce qu'on a été quand même à une époque, on était capable de tout faire. Et maintenant, on fait moins parce que une des raisons aussi pour laquelle on perd des batailles, c'est qu'on ne les mène pas. On a des gens qui disent c'est trop tard, on ne sait pas faire et qui n'ont même pas regardé au sein même parfois de leurs entreprises ou au niveau européen qu'en fait, il y a des entreprises qui sont peut-être toutes petites, mais je rappelle toujours que Google a démarré avec 2 personnes dans un garage.
Mais à l'échelle de la politique, c'est vrai aussi, parce que finalement, nous, on a reçu quand même pas mal de monde autour de cette table, et notamment des secrétaires d'État au numérique, etc., qui nous disaient c'est pas grave, on a raté ce train-là, ça sert à rien de courir après le train, il vaut mieux viser le coup d'après, genre le quantique et tout ça. Non, on est sur du multicouche. Aujourd'hui, c'est comme si tu me disais, on a raté les, je sais pas, par exemple, les tracteurs, donc on va pas faire de tracteurs. Mais si tu fais de l'agriculture, tu auras toujours besoin de tracteurs. Donc, quoi que tu fasses, tu auras besoin de cloud, de composants logiciels, de logiciels embedded, de edge, de bases de données. Tous ces outils existent et existeront ad vitam. Et en plus, on sait les faire. La plupart du temps, ce sont des outils open source. Il faudrait simplement s'organiser pour mieux financer ce qu'on appelle les communs, donc ces outils. Et il faudrait mieux financer aussi des entreprises d'open source européennes qui développent et qui sont pas beaucoup aidées. Parce que le quantique, on verra. Moi, je suis très sceptique pas sur son usage à terme, mais son usage tel qu'il nous l'est vendu, là, dans les 5 ans, 10 ans, j'y crois pas beaucoup. Je crois plutôt au quantique sur GPU, c'est-à-dire qu'on utilise de l'IA pour simuler du quantique, ce que font les États-Unis très bien. Et donc, si tu veux, on a besoin de toutes les couches. Et puis surtout, on a besoin de laisser les ingénieurs développer, les entreprises développer les composants. Parce que quand on a cette vision d'en haut en disant, de toute façon, j'y connais rien, mais j'ai quand même une opinion, parce que c'est aussi ça en France. On est spécialiste, je n'y connais rien, mais j'ai une opinion. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ce qui est un vrai malaise en France. Eh bien, on se prive d'opportunités, parce qu'il faut laisser il faut laisser la possibilité à la magie d'opérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on, dans la Silicon Valley, on a compris. On ne sait pas si ça va marcher. Tariq, tu nous parles de magie. Nous, on a un magicien chez nous. C'est Laurent Guérin. Un magicien des mots. Un magicien des mots qui va nous proposer son moment d'égarement. Et tu vas voir, tu vas être ravi. Je pense que ça fait un singulier écho à ce que tu nous dis là. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Laurent, à part les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate, donc chacun comprend bien l'importance d'avoir 3 dimensions pour percevoir le monde. Mais dans la tech, la 3D, c'est une toute autre histoire. Et oui, je ne t'apprends rien, notre perception du monde s'effectue en 3 dimensions. L'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrêmement mauvaise idée qui est de dissoudre une assemblée nationale. Plus sérieusement, pour voir en 3 dimensions, pour de vrai, nos yeux perçoivent la largeur, la hauteur et la profondeur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ça s'appelle la vision stéréoscopique. 2 yeux, 2 images, 3 dimensions. Vu que les yeux sont espacés, tu l'as bien remarqué, eh bien chaque œil capte une image un peu différente de l'autre. Ensuite, le cerveau assemble les 2 images et les combine afin de créer une perception unique en 3 dimensions. On peut donc dire que 2 yeux plus 2 images égale 3 dimensions. Alors qu'en musique, la stéréophonie, elle, désigne un système de reproduction sonore utilisant 2 canaux, gauche et droit, pour créer une impression de son spatial. 2 oreilles plus 2 canaux égale donc 1 son spatial. Oh, j'aime bien, j'avais jamais vu ton petit côté Jean-Claude Van Damme. 2 plus 2 égale 3 dimensions, 2 plus 2, 1 son spatial. Oh, t'es sûr de tes calculs là, Laurent ? Et t'as raison, il y a des unités qui se perdent en route. Les mécanismes du cerveau sont complexes et l'être humain est doté d'une ingénierie incroyable. Si bien que lorsque la photographie est inventée en 1824 par Nicéphore Niepce, il manque une dimension. Et ouais, ni Nicéphore ni Louis Daguerre, son successeur, ne parviennent à recréer la profondeur. La largeur et la hauteur facile, mais point de profondeur. Logique en même temps, puisque l'on reproduit une perception sur un support plat, donc sans profondeur. La dimension perdue, oh c'est un bon titre de film ça. La dimension perdue. La dimension perdue, donc, ne sera pas retrouvée en 1885, lors de l'invention du cinéma par les frères Lumière, ni en 1925, lors de l'arrivée de la télévision. Si la télévision est loin d'être plate à l'époque, l'écran, lui, l'est. Dès lors, l'être humain n'aura de cesse que de vouloir recréer artificiellement la 3e dimension. Au cinéma, cela se traduira notamment dans les années 80 par le port des lunettes dites Elton John, un côté rouge et un côté bleu permettant à chaque œil de voir une image différente et donc au cerveau de combiner les 2 images pour faire 3 dimensions pour un résultat, disons, qui casse pas 3 pattes à un canard. D'ailleurs, le public s'est lassé en moins de 2 et à l'aube du nouveau millénaire, le cinéma 3D est aux oubliettes. Waouh, Elton John, bon, rien que ça. Mais te connaissant, je sais que l'histoire n'est pas finie. Tu nous as trouvé le serpent de mer infini, encore et encore. C'est que le début, t'es d'accord ? Et sachant que le cinéma 3D grand public débuta dans les années 50 pour faire revenir dans les salles un public scotché à son téléviseur,
Ce serait pas une grande belle idée de refaire le coup sur le téléviseur pour faire revenir un public scotché à son téléphone portable, hein? Eh ben si! Ladies and gentlemen, je te présente, roulement de tambour, le téléviseur 3D. Qui en veut de la technologie qui n'a pas marché au cinéma, ni dans les années 50, ni dans les années 80? Eh bien, nous voilà en 2010. Panasonic et Samsung nous refont le coup de la profondeur et des lunettes, mais pour les télés. Et le résultat, eh ben pareil, Mireille. Inconfort visuel, maux de tête, migraine, fatigue, port des lunettes contraignants, problèmes techniques, manque de contenu, expérience décevante, coût élevé, n'en jetez plus. Les fabricants de télé 3D rendent les armes en concluant un manque d'intérêt de la part des consommateurs. C'est marrant, j'aurais pas deviné. 1950, 1980, 2010, la 3D revient donc toutes les 3 décennies. 3D donc. J'ai hâte de voir 2040, l'intelligence artificielle en 3D. D'ici là, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, vos narines, vos papilles et vos pores et profitez pleinement de la profondeur des sens qu'aucune technologie n'a encore égalée. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. N'est-ce pas? Waouh, c'est très compliqué d'être ministre du numérique. Il faut que tu aies une administration. C'est d'ailleurs le problème des ministres actuels, c'est qu'ils n'ont pas de prise. Tu fais des discours, mais tu n'as pas accès. Ce que je trouve fascinant dans le modèle de l'IA français, alors c'est qu'on a des gens extrêmement bons, mais ce que je trouve décevant dans le modèle français, c'est qu'en gros, on nous explique un peu aujourd'hui que si tu n'as pas fait l'X ou Normal Sup, c'est pas pour toi. C'est vraiment un truc de col blanc et donc les ingénieurs, les développeurs sont en fait en dehors de ça. Or, la réalité, c'est que si la technologie fonctionne, le vrai succès de ChatGPT, c'est d'avoir fait un produit que les gens ont envie d'utiliser. Et aujourd'hui, quand je vois la technologie incroyable qu'un Mistral ou d'autres technologies qui sont en train de sortir, je me dis c'est super, mais où sont les produits? Il y a une vraie question aujourd'hui, c'est que quand on nous a dit qu'on allait remplacer les fonctionnaires par de l'IA, ça m'inquiète plutôt parce que je me dis, on va se retrouver avec des sites sur lesquels tu ne peux pas contacter, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'email, et tu chattes avec un espèce de robot qui n'a pas compris ce que tu lui demandes, et à chaque fois que tu appelles un humain, il te dit non, vous n'avez pas besoin d'humain, je vais m'occuper de tout pour vous. Donc, pour moi, la priorité, ce serait peut-être de remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire de se rappeler que la technologie, c'est avant tout quelle est la vision que l'on veut atteindre. En France, les deux objectifs qu'on espérait obtenir, le premier, c'était rendre l'État plus agile. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, je trouve. Il faut 5 semaines pour avoir une carte d'identité, 6 mois pour trouver un rendez-vous d'école de la route. Et le deuxième, c'était d'économiser. C'est-à-dire que finalement, si on fait les choses bien, ça coûterait moins cher à opérer. Et là encore, je suis pas certain. Je sais qu'il y a encore du boulot. Voilà, ça reste à prouver. Qu'est-ce que tu conseillerais à Mistral alors, à défaut d'avoir des grands conseils en tant que ministre du numérique, qu'est-ce que tu conseillerais à Mistral? Je trouve que la techno est bonne. Maintenant, je pense que leur marché est aux États-Unis, soyons clairs. Et s'ils vont aux États-Unis, on va les taxer très très vite de traîtres à la patrie. Oui, d'espèces de traîtres à la patrie. C'était notre meilleure chance de souveraineté, d'avoir une vision de l'IA à la française. Et puis, pour être les premiers entrepreneurs à avoir des investisseurs américains ou étrangers, en gros, quand des investisseurs investissent dans ta boîte, une des conditions d'investissement, c'est qu'ils choisissent où tu sors. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, s'ils veulent introduire la boîte aux États-Unis, ils le font. S'ils veulent ce qu'on appelle flipper la boîte, c'est-à-dire si tu veux, tu construis une boîte de Delaware et tu en fais une boîte miroir pour qu'elle devienne américaine instantanément, tu le fais. Donc, en fait, fondamentalement, la question ne se pose plus pour Mistral. La vraie question aujourd'hui pour eux, c'est sont-ils 4e, 5e ou 6e dans un environnement où tu as
3 boîtes qui ont des ressources infinies. Google dépense sans compter. Facebook va dépenser sans compter. Me disait Zuck il y a quelques semaines. Et puis, Microsoft dépense sans compter pour OpenAI. Et donc, il reste, à côté de ça, Anthropic qui va peut-être donner de l'argent d'Amazon et Mistral. Quelle est sa stratégie? Quel est son partenaire? Comment on se déplace? Quel est son positionnement? Tout ça, c'est des questions. Alors moi, j'ai toujours du mal à parler d'une boîte quand je ne la connais pas de l'intérieur. Et je suis certain qu'ils y réfléchissent. Et il y a plein d'infos qu'on n'a pas. Mais c'est ça pour moi l'enjeu, c'est comment exister dans un marché qui est quand même très complexe avec des acteurs qui ont des puissances de feu illimitées. Mais ça reste terrorisant ce que tu nous dis, Tariq, parce que on a dit juste avant que l'essentiel des grosses boîtes françaises et européennes n'ont point de planche de salut si elles se font pas financer à un moment donné, et on sait que les grosses ressources viennent de VC plutôt américains, et si ces VC américains ont au chapitre pour dire où elles sortent, et que c'est bien souvent évidemment aux États-Unis, en fait on est condamné à produire de la valeur en espérant que ce soit logé chez nous à un moment, mais on se ment en vrai. Ça sera, si on n'a pas les sources de financement ici, c'est de toute façon le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est pour ça que je crois beaucoup aux PME et à l'open source et à une autre vision de la tech en Europe. Parce que typiquement, quand je disais la plupart des entreprises françaises qui se positionnent comme des licornes ne le sont pas, Mistral, c'est pour moi une exception, c'est que c'est une boîte de technologie faite par des chercheurs / ingénieurs qui a sa capacité, évidemment, de devenir un des acteurs importants aux États-Unis. Et donc, je pense qu'ils ont leur chance. Alors après, c'est un marché compliqué. Moi, je l'ai vécu avec NetVibes et Jolly Cloud. Quand on est en Europe et aux États-Unis, on est dans une espèce de dissonance cognitive où aux États-Unis, il faut aller full steam, et en Europe, on nous dit oula, faut faire attention, il est urgent d'attendre. Donc, il faut arriver à surfer entre les deux. Mais pour moi, c'est une boîte qui était américaine, et ça veut dire que les outils de technologie que l'on développe en Europe doivent être pensés différemment. Ça doit être des composants différents avec des modèles économiques différents. Moi, je crois beaucoup à l'open source en Europe. Moi, je pense que l'Europe devrait être le paradis de l'open source. C'est intéressant, mais je voudrais pousser un peu plus loin le sujet de ce côté-là, notamment sur les startups, enfin on va dire les licornes françaises, et notamment sur la partie IA. Donc on a un manque quand même crucial de tech dans cet univers-là, mais il y a aussi 2 éléments pour moi qui manquent beaucoup et sur lesquels on n'investit pas, et sur lequel ton avis sera aussi intéressant. Le premier point, c'est est-ce que ce manque d'ambition ou cette différence n'est pas aussi dû au fait qu'il y a aussi un manque de représentation féminine dans cet écosystème-là? Ça reste quand même un élément différenciant, ou qui pourrait être un élément différenciant et nous apporter des choses nouvelles. Et le deuxième point, c'est qu'on parle absolument jamais, on va dire, d'écologie, de choses un peu plus éthiques autour de l'IA. Alors bien évidemment, on en a quelques-uns qui sont, on peut nommer Ecovalis ou Black Market par exemple, mais c'est quand même, ça reste très très peu, quoi. Non, absolument. La question de la diversité, alors moi c'est marrant parce que mes maîtres ou mes maîtresses à penser dans l'IA, ça a souvent été des femmes, donc j'ai jamais pensé qu'il y avait et en ce moment je vois des gens absolument brillants, donc des 2 sexes, donc pour moi ça n'a jamais été un vrai sujet. Par contre, c'est probablement un sujet dans le financement. On répercute toujours les mêmes choses, c'est qu'en fait on est vraiment dans une forme de connivence qui fait que les dossiers intéressants vont souvent partir aux US avant même d'être détectés en France, y compris dans l'IA. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir en France du côté chercheur d'une grande école ou d'un ancien labo. C'est-à-dire que si tu as fait les labos Facebook, Google et autres, DeepMind, on te donne un chèque sans discuter. Le marché a changé. Maintenant, on est dans la problématique du produit. Donc, il faut des ingénieurs, des développeurs, des designers, des analystes, des linguistes, des gens des anthropologues. Il va falloir travailler sur des choses différentes. Ce qui est intéressant, c'est que la bataille de savoir quels sont les outils que l'on va utiliser et pourquoi on va les utiliser n'est pas encore totalement... pour moi, des acteurs comme Google n'ont pas encore convaincu qu'ils étaient, je dirais, capables de produire ces outils, même s'ils dépensent énormément d'argent. Après, sur la question écologique, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on travaille sur des gigamodèles qui sont censés faire le travail
que l'on faisait avant. Donc, est-ce que par paresse, entre guillemets, intellectuelle, ou par hyper-productivisme, tu décides de privatiser, ce qui est déjà le cas aux États-Unis avec Amazon, des centrales nucléaires, ce qui va se faire également en Europe. Là, il y a 53 milliards juste en Europe pour acheter de l'énergie et des data centers directement par les big tech. Ou est-ce qu'on travaille sur des petits modèles, ce qu'on appelle le edge, qu'on va implémenter, qui seront moins coûteux en énergie, qui seront plus précis? C'est une question ouverte. Justement, Tariq, au moment où l'écologie devrait être vraiment notre priorité absolue à tous, en tout cas si on entend ce discours-là, est-ce que c'est vraiment de l'IA dont on a besoin et de cette technologie qui est finalement hyper consommatrice? Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin, ou est-ce qu'on n'assiste pas à une espèce de fuite en avant de l'humanité et de la technologie finalement? Venant toi, c'est une vraie question. Pourquoi? T'es à fond dans l'IA, donc effectivement, c'est une vraie préoccupation et dans globale. l'écologie, mais grave, ça crée une dissonance cognitive en moi-même qui est énorme. C'est pour ça que je te prends un rendez-vous chez Serge Tisseron. J'ai envie d'avoir la vie de Tariq, en tout cas. Le problème de l'IA, c'est que la guerre en Ukraine a complètement changé la façon dont on voit les choses. Ce qui était avant un champ militaire est devenu un champ de données. Ce qui était avant des infanteries, quand tu vois les drones, les fameux drones FPV, et ce qu'on appelle first person view, donc les drones qui ont une précision de destruction, font que tout le matériel existant qu'on a payé des dizaines, des centaines, des milliards de dollars ne vaut plus rien. Donc aujourd'hui, au moment où tu te poses la question écologique, la plupart des pays du monde sont en train de se dire il me faut 1 million ou 2 millions de drones. Donc tout ce que tu disais, tout ce qu'on peut penser sur le Congo, sur le coltan, sur le cobalt, sur les terres rares, sur les batteries, sur le lithium aujourd'hui, c'est une question qui se pose pas. Et puis l'autre question, évidemment, c'est que il y a cette idée, il y a deux sujets. Alors, un pour lequel, que je constate, j'ai pas d'avis, c'est qu'on est dans une bataille de ce qu'on appelle l'autonomie cognitive, c'est-à-dire quels sont les pays qui vont être capables de construire des capacités cognitives supplémentaires, notamment pour l'armée. Je donne toujours un exemple. Tu as un drone, un pilote, 100 drones sans pilote, 1 million de drones, une IA. C'est pas possible d'avoir autre chose que des IA. On rentre dans un monde où, en fait, le volume de données et d'actions et d'activités va faire que, désormais, tu as des IA, peut-être avec des humains, peut-être pas. C'est ça aussi ça qui m'inquiète. Et puis, de l'autre côté, tu as la question de l'automatisation. On est tous on vit dans des pays où la démographie, contrairement à ce qui est dit, est en train de s'écrouler. C'est-à-dire que les gens en bonne santé, la capacité cognitive d'un pays, c'est-à-dire ce qui fait la tech ou ce qui fait, c'est les gens entre 25 ans et 45 ans, on va dire, 50 ans, allez. Ouais. Avant tu t'apprends et après tu manages. Mais c'est le moment où tu es dans le prime de ce que tu vas délivrer en tant qu'ingénieur, développeur, designer, enfin tout ce que tu veux. Or, quand tu regardes la démographie des pays occidentaux, quand tu regardes la Corée, qui est à mon avis le point le pire, tu as une énorme pression. Et donc, il va falloir pallier ça, parce que dans 20 ans, il faudra continuer à faire tourner la France, faire tourner les centrales d'eau, enfin les choses de base, le métro, les transports, etc. Et donc, il y aura besoin d'automatisation. Et donc, l'IA va être le composant essentiel si on veut que les choses se passent bien dans le futur. Donc, on a cette dichotomie. C'est certain qu'en termes ça consomme de l'énergie pyramide et il faut qu'on en a besoin. Mais attends, Tariq, je voudrais pas juste qu'on s'égare trop de ma question, parce que moi, elle me taraude vraiment, je sais que je suis pas le seul. Est-ce que c'est vraiment de l'IA dont on a besoin aujourd'hui, alors que c'est hyper consommateur, que Microsoft a annoncé qu'ils ont augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% en 3 ans, Google de 40% en une seule année à cause de l'IA? Du coup, on peut quand même se poser la question, est-ce que vraiment c'est de ça dont on a besoin? Et est-ce que vraiment les usages de l'IA pour réduire les problèmes climatiques, parce que l'IA va quand même aider, vont suffire à compenser toutes les émissions qu'on va avoir par ailleurs? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je peux juste rajouter un tout petit point sur ces 40%. Cette augmentation, c'est principalement l'IA générative. Oui, c'est bien ça dont on parle. Oui, bien sûr. Juste l'IA, c'est l'IA. Et juste de rappeler quand même que Tariq vient d'y répondre en grande partie en disant que c'est probablement les équilibres, les déséquilibres géopolitiques qui font que la course à l'armement pousse aussi à la course à l'armement technologique. Donc c'est quand même une partie de la réponse. Maintenant, de savoir est-ce que l'IA va être un acteur ou un agent pour trouver des solutions à cet enjeu de réchauffement climatique, Tariq avait envie de dire qu'en partie, oui. Alors, on t'écoute. Non, mais j'allais dire qu'il y a effectivement la question, c'est que l'IA de bureau, l'IA générative telle qu'elle est présentée actuellement, en gros, qui fait le travail
tu utilises de l'IA générative pour écrire un rapport, pour ne pas écrire un rapport que personne ne va lire. C'est qu'en fait, on est dans un système où on génère des documents. C'est que la bureaucratie passive que l'on connaissait dans les entreprises maintenant est AI generated. Et en fait, personne la lit, personne l'écrit. C'est la seule nouveauté maintenant. Truc de ouf quand même, c'est Brésil. Exactement. Je pense toujours à ce film. J'y pense. Et l'autre chose, c'est la question de l'automatisation. Et la question de l'automatisation va nécessiter qu'on ait des robots humanoïdes, qu'on ait des interactions avec les humains. Et donc, tous les outils, ce qu'on appelle le multimodal et toutes ces technologies qu'on voit avec les fameux nouveaux robots qui vont utiliser les LLM, on peut se dire qu'à terme, l'enjeu, c'est qu'on va avoir des trains autonomes, on va avoir des outils où, en gros, avant où il fallait 10 personnes, on n'aura plus que 6 personnes ou 4 personnes en capacité de le faire. Donc, mais on a toujours besoin de 10 personnes pour le faire. Donc, cette différence sera comblée par de l'automatisation, par des travailleurs synthétiques, on va dire. Et donc, c'est ça aussi la vision. C'est-à-dire que pour tous les pays à la démographie catastrophique, à commencer par la Chine, doivent se poser la question. Je vous donne un exemple. Au Japon, ils ont créé des robots pour tourner les gens dans les hôpitaux parce que tu n'as plus qu'une seule infirmière, alors qu'il faut 2 personnes pour tourner. Donc, en fait, une grande partie des outils vont être réfléchis par rapport à ça. C'est effectivement cette pyramide des âges, et notamment le Japon est un très bon exemple parce qu'on sait qu'ils font appel à la robotique depuis très longtemps. D'une part, parce que culturellement, ils n'ont pas la même relation à la machine, on va dire, que dans notre culture occidentale. Et en plus, ils ont une pyramide des âges qui est telle qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller se faire suppléer entre guillemets par les bécanes. Pour terminer cette séquence sur l'IA, juste une question, alors c'est pas la plus inspirante mais très pragmatique. On a parlé tout à l'heure de VMware, de Broadcom et qui nous est pensé à Amazon, etc. Et donc avec à un moment donné des acteurs qui déboulent et qui viennent racheter une boîte ou qui décident unilatéralement d'augmenter leur marge et donc tu passes à la caisse ou alors tu passes à la trappe. Là, en ce moment, et notamment ce qui fait le gros succès d'OpenAI, ça a été de mettre sur le marché très très rapidement ChatGPT en mode gratuit, alors même s'il y a des abonnements à $20, etc. Toutes les entreprises sont en train de s'engouffrer dedans. Nous, on est des spécialistes de la transformation digitale auprès des entreprises, ça fait plus de 25 ans qu'on les accompagne. Les schémas se reproduisent à chaque fois, c'est-à-dire qu'au début, c'est gratuit ou c'est pas très cher. Donc, c'est the winner takes all, donc toutes les parts de marché sont prises. Et puis un jour, peut-être que la boîte disparaît ou elle trouve que tel actif n'est pas suffisamment stratégique pour elle ou alors elle décide d'augmenter les prix comme justement VMware une fois qu'ils sont rachetés par Broadcom. Est-ce que ça peut se passer avec les LLM et toutes ces entreprises qui sont en train de se dire « Ouh là là, il faut que je fonce tête baissée, que j'en achète sur étagère, que je joue avec ». Qu'est-ce qui va se passer, Tariq ? C'est pour ça que j'aime bien parler d'autonomie cognitive. On parlait de souveraineté numérique, donc c'est la capacité à maîtriser ton destin. Et l'autonomie cognitive, c'est à la fois en tant qu'être humain mais également entreprise. C'est la question que tu dois te poser, c'est les boîtes, nous, mais on va parler des boîtes puisque c'était la question. Il y a des choses qu'elles font comme les autres. Pas mieux, pas moins. Ta compta, tu la fais pas. Personne n'est connu parce que la compta est incroyablement mieux faite que ton voisin. Par contre, chaque entreprise a ce qui la rend unique, ce qui la distingue des autres. Tu vois, quand je vais prendre une glace chez Bertillon, je sais exactement, je goûte ce que ça veut dire. Moi, je prends ma glace au marron. Il y en a pas d'autres comme ça. Et si tu veux, si tu commences à déléguer ce qui te rend unique à des produits génériques d'IA, ça va poser un problème parce que soudain, les LLM sont tous les mêmes, faits par des gens qui sortent des mêmes écoles, qui ont les mêmes formations, sur les mêmes puces et sur des softwares qui ont quasiment les mêmes. Donc en fait, on va rentrer dans une ère où cette technologie va fortement se commoditiser et la question c'est est-ce que tu la commoditises ? Est-ce que tu commoditises ce qui te rend unique ? Ou est-ce que tu commoditises finalement ce que tu n'as pas de si différent des autres ? Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu, à mon avis, que beaucoup d'entreprises vont devoir se poser. Mais c'est comme ça que tu avais employé le terme de McDonaldisation de la pensée. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça très très inspirant à propos de ChatGPT. Après un bon McDo, un bon Bertillon. Mais est-ce qu'on ne risque pas finalement d'y céder ce qui nous rend unique à chacun de nous et qui est notre manière de penser et la connaissance ? Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais utilisé ce terme dans un ancien article après les attentats sur le slow web. Et je pensais aux réseaux sociaux. Et en regardant tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu sais qu'aujourd'hui sur Facebook, tu as des millions d'images AI generated qui génèrent tous les commentaires, une pollution ambiante, synthétique de choses. T'as des gens, là, je voyais, il y avait un pont, les gens étaient en train de se dire, mais ce pont est trop près de la rivière.
et en fait, l'image est fausse. Et tu avais des centaines de commentaires humains. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas rentré dans un monde complètement synthétique, hyper générique, où en fait tous les clichés sont répétés ad vitam, et c'est une vraie question en fait. Ouais, cette question, on va pas la conclure tout de suite. Merci. beaucoup Tariq pour ce passionnant échange. On va essayer de garder notre autonomie cognitive, et surtout la vôtre. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Tu nous as aidé à réfléchir en tout cas. Ouais. À très bientôt. Merci. Et pour ceux qui nous écoutaient, restez avec nous. Merci Tariq, au revoir. Merci Tariq. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors là, les copains, je suis tellement content qu'on débute ce nouveau semestre avec Tariq, qui est une vieille connaissance. C'était vraiment pas mal. Qu'est-ce que hyper intéressant. Le 50e, c'est quand même pas mal. On hyper a brassé large. Le 50e rugissant. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Ne pas déléguer ce qui nous rend unique. C'est ça un petit peu notre mantra vis-à-vis de l'IA. Et en tout cas, chez French Tech, c'est bien ce qu'on choisit de faire tous les jours. On ne délègue pas ce qui nous rend unique, notre ligne édito, le ton qu'on y met, la puissance de nos invités en termes de pensée. Et moi, on n'a pas été déçus. Non, on n'a pas été déçus. Et moi, j'ai noté aussi de mon côté que être souverain, finalement, c'est avant tout maîtriser la production. Donc, ne jamais cesser de faire. Donc, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, et tous les deux, que jamais nous ne ferons écrire nos épisodes par une IA, et jamais ce seront des avatars que vous aurez à notre place. Ça, sinon on finira par ne plus savoir faire. Mais on voit qu'il a un vrai point de vue d'entrepreneur. C'est d'ailleurs hyper intéressant d'avoir la vision de l'entrepreneur quant au sujet de souveraineté, la vision de l'entrepreneur sur les sujets de la French Tech, la French. Faut pas tiens, d'ailleurs, j'en profite pour le préciser, on l'a jamais dit. On s'appelle French Tech, mais ça n'a rien à voir avec la French Tech. On n'a pas d'action, eux non plus. Non, on n'est pas subventionné, rien du tout. Bref, revenons à nos moutons après cette petite parenthèse. Il a insisté vachement sur l'importance du produit. La grande réussite de ChatGPT, c'est ça finalement, c'est ce produit qui rend accessible les large language models, ces IA qui existaient finalement depuis déjà assez longtemps. D'ailleurs, il a coutume de dire, excuse-moi, que l'IA n'est pas un produit, mais une feature. Notamment une feature du cloud. Il l'a pas dit aujourd'hui, mais c'est son discours. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le lien avec autre chose, ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire la tech qui est vraiment issue de la recherche parfois fondamentale, qui amène du coup les grands modèles de langage. Moi, je trouve que les techs qui réussissent bien finalement à l'échelle mondiale, celles qui savent assembler les deux. OpenAI est un des acteurs clés sur la recherche aussi, sur l'invention des grands modèles de langage, et a su le productiser, et c'est ça le grand succès. Comment Mistral va se sortir là-dedans, ça faisait partie du sujet de discussion. On voit que c'est pas simple. Hein. Moi, je voudrais descendre l'enthousiasme. Désolé. Il s'est ennuyé. La douche écossaise. La douche écossaise, la douche froide. En fait, c'est à partir du moment... Et je trouve qu'il y a eu un discours de transparence qu'on a peu tendance à entendre. Mais le discours de transparence sur ta fameuse question sur est-ce que l'IA, finalement, permettra d'avoir un cercle plus vertueux d'un point de vue écologique. Sa réponse était assez claire, je trouve, dessus, et assez dramatique, de dire finalement pas réellement, et qu'aujourd'hui c'est absolument pas la préoccupation du moment. Avec l'augmentation des conflits, l'augmentation de l'utilisation des drones, etc., on est plutôt à l'inverse, à la course à l'armement, et donc la course, on va dire, à la décroissance écologique. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. Décroissance écologique, je ne sais pas. Mais c'est globalement de l'impact environnemental, et on va encore accentuer de manière drastique notre crise climatique dans laquelle on est. Et ça, je trouve c'est sûr qu'il n'a pas écossaise. dit que des trucs hyper rassurants, mais si on en revient au fond du sujet, notamment qu'on abordait en début d'émission, il nous dit, à la base, la technologie, c'est de la passion, et ça devrait rester de la passion. Donc lui, ce qu'il met au centre, c'est l'humain, on l'a compris, c'est le talent, et parmi ces talents, c'est surtout l'ingénieur, en tout cas ceux qui font, et pas ceux qui vendent, pas ceux qui managent, et pas ceux qui regardent below the line les bilans et les comptes de résultats. Et c'est ce qui amène aussi les big tech américaines à être si pointues, c'est qu'elles font le pari des ingénieurs, et malgré tout, et ça c'est la partie un peu fun fact, il y a quand même aussi la culture de l'investissement et du marketing qui va derrière, et de tout le storytelling. Quand il nous dit Peter Thiel, on n'a pas précisé dans l'épisode qui c'est. Mais Peter Thiel, c'est quand même celui qui avait cofondé PayPal avec Elon Musk. C'est celui qui est à la tête de cette boîte-là qui bosse pour la NSA. Comment il s'appelle déjà Palantir, merci. Il a quand même une réputation assez sulfureuse, et il donne des cours à Stanford qui s'appellent Competition is for Losers. D'où les stratégies des winner takes all, c'est-à-dire
allez-y, prenez tout le marché et surtout valorisez-vous un maximum pour mieux vous revendre derrière, quand bien même ça produit pas. Donc là aussi, c'est assez étonnant parce qu'on marche sur deux jambes. Il y a et puis il a bien dit, le point qui va être important pour les années à venir, on a parlé de souveraineté, mais en fait c'est de l'autonomie cognitive et donc de savoir aussi maîtriser les IA dans ce but d'autonomie cognitive. L'exemple qu'il a donné, 100 drones, on peut avoir 100 pilotes dans l'armée, 1 million de drones, c'est une IA qui va faire fonctionner tout ça. Donc cette autonomie cognitive va être un essentiel, certainement dans les années à venir. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur les grands enjeux du numérique d'aujourd'hui pour demain n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que ça vous a plu et que cet épisode a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une chose à faire, poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode autour de vous. Car comme le disait Donald Trump, oui, Donald Trump, mais non. Make the tech great again. French Tech, esprit critique pour tech éthique.